Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des urgences, ces moments de crise où les chiffres s'emballent. Vous nous entendez souvent parler de centaines de milliers de réfugiés ou de déplacés, de tonnes de matériel envoyé vers le terrain ou de dizaines de milliers d'enfants vaccinés. Concrètement, comment est-ce qu'on répond à une urgence ? Quand des milliers de personnes fuient en masse les violences ou la guerre et se réfugient dans un pays ou dans une région voisine, elles sont vulnérables à un grand nombre de risques sanitaires. Ces risques sont liés à leur exode, mais aussi à leurs conditions de vie dans les premiers temps de leur installation. La promiscuité favorise les épidémies, surtout au sein de populations qui n'ont souvent pas été suffisamment vaccinées dans leur lieu d'origine. Les abris précaires, les moustiques, les intempéries, l'eau souvent non potable, tous ces facteurs entraînent des maladies, notamment la rougeole, la diarrhée, les maladies respiratoires, la malnutrition ou encore le paludisme. Ces maladies, qui peuvent se conjuguer, menacent la survie des plus faibles, comme les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées ou les personnes malades. Pour une ONG comme MSF, pendant la phase aiguë de l'urgence où la mortalité peut devenir très importante en quelques semaines, l'enjeu principal, c'est de sauver le plus de vies possible, le plus rapidement possible. Mais alors comment faire pour choisir ses priorités quand tout semble prioritaire à première vue ? Eh bien prenons le Bangladesh par exemple. Vous avez sûrement vu les images de ces 650 000 réfugiés Rohingyas qui se sont entassés dans d'immenses camps. 650,000 people all aggregating in one area means that the water, the toilet, the wastewater challenges are enormous. We've got camps behind us here that have one latrine right next to a water point, maybe 5 meters distance. If you have a hand pump, which you'll see all throughout the rest of the camps, the hand pumps are all in the same aquifer as the latrines and people are drinking the water. Lorsque l'eau est contaminée par des matières fécales, comme c'est le cas au Bangladesh, elle contient des virus et des bactéries qui peuvent entraîner des maladies, dont certaines sont mortelles. Il faut alors les dépister, les traiter ou les contrer avec des campagnes de vaccination. La première chose à faire, c'est une évaluation. Lorsque les équipes MSF vont arriver sur le terrain, elles vont se renseigner auprès des acteurs déjà présents sur le nombre de points d'eau et de latrines existants. Elles vont ensuite identifier les potentielles sources de pollution de l'eau, mesurer la qualité de l'eau et observer les usages pour savoir comment la population utilise l'eau, s'approvisionne et la stocke. Fortes de leur expérience dans ce genre de contexte, les équipes MSF vont proposer un plan d'action. Dans quelle zone faut-il intervenir en premier ? Comment faut-il organiser l'approvisionnement ? Par des camions-citernes ? En forant des puits ? En captant l'eau de surface ? Faut-il ou pas traiter l'eau avec du chlore ? Combien de points d'eau et de latrines sont-ils nécessaires dans les premiers temps de l'urgence ? Et ensuite, quelle quantité d'eau idéale faut-il fournir ? Je vous propose de poser toutes ces questions à Michel-Olivier Lacharité, qui est directeur logistique pour MSF, afin de comprendre l'intervention de nos équipes au Bangladesh. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, on l'a vu, on a besoin d'une eau de très bonne qualité dans les contextes d'urgence. Quelle a été la stratégie d'intervention des équipes quand elles sont arrivées sur place ? On a décidé de faire des forages, d'abord dans nos centres de soins, et puis ensuite à l'extérieur du camp. Donc pour les forages, il suffit de percer en profondeur et d'aller capter cette eau à plus de 100-150 mètres de profondeur pour être certain d'avoir une eau qui n'est pas polluée. Ensuite, cette eau, elle est pompée et puis elle est distribuée dans nos structures de soins et puis à la population. En revanche, ces forages prennent beaucoup de temps. Donc pour faire un forage lui-même, ça peut prendre un peu plus d'une semaine. Et puis ensuite, pour développer les réseaux d'eau pour les distribuer, prend aussi du temps. Donc en parallèle, on a décidé pour les personnes les plus vulnérables, donc les moins de 24 mois, les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les gens qui étaient très immunodéprimés, de leur donner des filtres qu'ils peuvent utiliser à la maison. Donc les filtres, il s'agit de capter n'importe quelle eau avec une micro-filtration. On peut avoir maintenant une eau de qualité pour ces personnes les plus vulnérables. Quelle est la situation du coup aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a eu la chance de ne pas avoir de grande épidémie liée aux maladies hydriques. En revanche, on est au début de la saison des pluies et cette saison est particulièrement propice au ruissellement, à l'eau stagnante et donc augmente les risques de survenue de ce type d'épidémie. Les forages qui sont maintenant actifs nous permettront de distribuer de l'eau aux endroits où l'épidémie toucherait le plus les populations et aussi, avec nos filtres, on peut se permettre de toucher des regroupements de personnes les plus vulnérables à qui on pourrait distribuer ces filtres. Merci Michel.
Alors on l'a vu, nos équipes, quand elles interviennent dans un contexte d'urgence, elles doivent mobiliser leur expérience et leurs connaissances, mais aussi s'adapter au terrain. Aujourd'hui, on a décidé de rester concentré sur l'eau, car c'est l'une des priorités au Bangladesh, mais chaque situation est différente. Merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.